Bonjour à toutes et à tous. Très heureux aujourd'hui d'être parmi vous pour ce colloque international Migration et intégration linguistique, dispositif d'accueil, contenu d'enseignement et approche didactique. Je suis désolé parce que je suis un peu fatigué, donc je ne serai pas suffisamment performant pour cette modération. Sans trop tarder, je vais donc donner la parole à M. Ahmed Bouchkot, vice-doyen chargé des affaires pédagogiques. Monsieur Ahmed Bouchkot. Bonjour à toutes et à tous. Je commencerai par vous transmettre, ça fait plaisir, et j'en fais une très belle ouverture. Voilà, je commencerai par vous transmettre à la fois les messages d'excuses et en même temps les chaleureux messages d'accueil et de bienvenue de M. Doya, donc qui est sur un événement, on peut dire, stratégique pour représenter le ministère et l'université Mohamed V de Rabat. Et donc, en son nom, je vais essayer de verbaliser le mot d'ouverture de ce colloque. Monsieur le directeur du laboratoire Eliade, Madame la directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, Madame la représentante de l'Institut français du Maroc, Mesdames et Messieurs les conférencières et les conférenciers, chers professeurs et collègues, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, honorables assistants. Alors, la thématique du colloque, migration et intégration linguistique, dispositif d'accueil, contenu d'enseignement et approche didactique. Et nous devrions tout de suite constater que pas mal de mots sur cet intitulé est au pluriel. Et donc par rapport à cette pluralité imposée par la thématique du colloque, eh bien, ça prouve encore une fois que l'université marocaine, le cas de l'université Mohamed V de Rabat, je vais zoomer pour dire particulièrement la faculté des sciences d'éducation, sont en train d'accompagner les changements socio-économiques et la mouvance sociale et sociétale à différents niveaux. En effet, alors personne ne peut nier que la question de l'éducation et des contraintes imposées par les données du plurilinguisme et la migration relèvent en effet de la responsabilité de plusieurs acteurs politiques, sociaux, économiques et autres. Et c'est des acteurs qui sont à la fois institutionnels, qui appartiennent à la communauté institutionnelle dans le domaine formel et informel. Autrement dit, ça interpelle aussi donc la communauté citoyenne et la société civile. Et donc la communauté universitaire n'est pas à exclure parmi ces acteurs, puisque cette communauté est appelée aujourd'hui à réfléchir, du moment que c'est la communauté la mieux placée pour le faire. Et donc elle est invitée à réfléchir pour inspirer et accompagner les décideurs quant à la gestion de cette diversité. Je parle de la diversité linguistique et culturelle. Et donc il est invité aussi à influencer les décideurs quant à l'aménagement donc d'une situation, c'est vrai, qui pose problème et qui deviendrait, si ce n'est pas dans le court terme, bien ça pourrait être dans le moyen et le long terme, alarmante. Et donc, parce qu'en effet, pas mal de personnes concernées et touchées par le phénomène de la migration, de l'immigration, eh bien, sont exposées à l'intégration. D'où encore la pertinence de l'intitulé du colloque, migration, je répète, parce que en tant qu'enseignants, nous sommes bien payés pour répéter. Alors, migration et intégration linguistique, alors dispositif d'accueil, contenu d'enseignement et approche didactique. Ça me permet aussi de dire, il n'y a pas si longtemps, puisque je parle à peine de 15 jours maximum, que l'université Mohamed V de Rabat vient de signer une convention
avec 4 autres universités étrangères, dont 3 sont européennes, alors, et puis une autre américaine. Eh bien, c'est sur la même thématique, c'est-à-dire là, on s'intéresse à la formation des formateurs, justement pour installer des dispositifs d'accueil, surtout pour favoriser l'intégration et l'inclusion des étudiants touchés par la migration. Eh bien, c'est ce qui prouve donc que c'est un état d'esprit qui s'impose et qui justement nous invite, surtout du point de vue des sciences de l'éducation, à nous intéresser davantage à ces dispositifs d'accueil, donc destinés en même temps à l'intégration linguistique et à l'inclusion scolaire, en passant entre autres par la question linguistique qui pose énormément, si ce n'est pas de problème, donc c'est des contraintes psychocognitives et qui freinent donc l'accès des personnes en situation de migration à l'école et puis à la vie sociale et à la citoyenneté. Bien, donc, c'est parce que notre institution, la Faculté des sciences d'éducation, a toujours veillé, et depuis plusieurs décennies, bon, il n'y a pas si longtemps, n'est-ce pas, Mehdi, je crois que c'était en 2019, nous avions assisté à une première version donc de ce colloque. Voilà, et nous assistons aujourd'hui à la continuité. Alors, pour dire que différentes disciplines des sciences de l'éducation, donc, qui traitent de cette question, la didactique, la pédagogie, les sciences du langage, la sociolinguistique. Je suis sociolinguiste avant d'être didacticien et je n'ai jamais donc découvert de ligne rouge entre les deux disciplines. Alors, et donc ces disciplines sont présentes au cœur des offres de formation et des créneaux en même temps de réflexion et de recherche où la question éducative associée à la question du plurilinguisme et donc qui est au centre de l'intérêt d'un certain nombre de travaux en même temps de recherche mais aussi de formation. Et notre établissement donc compte aujourd'hui sur les différentes interventions très précieuses d'ailleurs, ça serait à regarder le programme. Et voilà, je ne vais pas tarder, je saisis cette même occasion pour vous réitérer mes messages de bienvenue. Et voilà, je dirais bonne conférence, bonne communication, et donc tout succès aux travaux, aux 3 journées de travaux de ce colloque. Bonne chance et bon courage, surtout bon courage. Merci beaucoup, monsieur le vice-doyen. Effectivement, monsieur le vice-doyen a essayé de replacer les choses dans leur contexte. Il est vivement remercié pour cela. Donc, sans trop tarder, je donne la parole à monsieur Yohan Roxin, qui est directeur du laboratoire Eliade de l'Université de Besançon de Franche-Comté. Alors, c'est avec émotion que je prends la parole, parce que c'est la première fois que je mets mes pieds au Maroc, et c'était ce matin, c'est-à-dire vers minuit et quelques, et je remercie d'avoir eu cette invitation. Les organisateurs, ils ont fait un travail excellent. Pour vous dire, je suis plutôt en sciences dures. Je n'ai jamais vu un programme imprimé en couleur avec photos et tous les détails sur les conférenciers. Donc, ça signifie un temps, okay? Ça signifie un coût, mais ça signifie surtout une passion, une motivation. Et justement, c'est ça qui compte. Si on arrive à créer une âme dans l'activité que nous, on le fait, ben, les choses se passent différentes. Et pour mon discours, justement, j'ai préparé 2-3 transparences et finalement, je me demande déjà des excuses s'il sera un peu long, mais je suis content parce que je vois qu'en dehors des conférenciers, des invités, il y a aussi des étudiants. Et
pour les étudiants, c'est très important. Qu'est-ce qu'on aura demain, qu'est-ce qui se passe demain, et surtout de comprendre le monde dans lequel nous sommes. Le colloque, il est très pointu, d'accord, comme M. Vice-Édouard disait tout à l'heure, mais je pense que ce n'est pas seulement la partie migration et intégration linguistique. Je pense qu'on est dans une période où l'éducation en général a beaucoup à souffrir. Et justement, dans ma présentation, j'ai 2-3 choses pour ça. Je ne sais pas si vous arrivez à rebrancher. OK? Très bien. Oui. Ah. Ça s'appelle une prise, une interface plug and play. Autrement dit, tu le branches et ça marche. Et d'habitude, regardez, on branche et ça ne marche pas. Il viendra où? OK. Donc, le temps que le technicien doit brancher l'ordinateur, et en plus, c'est une Macintosh, tout à l'heure il avait un PC, donc les deux mondes sont toujours en guerre. Ouais. Comment? Ah, voilà. Je voulais justement tout au début dire 2-3 mots sur le laboratoire Eliade. Oui. Et Eliade, c'est un laboratoire organisateur. C'est pour ça que je me suis permis d'apporter quelques tours de cou avec Eliade. Et ici, vous pouvez voir plusieurs couleurs. Il y a 5 couleurs parce qu'il y a 5 pôles dans Eliade. 5 pôles de recherche. C'est art et littérature. Ça va? Oui. Art et littérature. Ensuite, c'est conception, création, médiation, didactique, le pôle où mon collègue Mohamed Mbarki, je pense, a été un élément catalyseur pour cette conférence, et je le félicite devant vous. Ensuite, il y a un pôle discours, texte, espace public, et récemment, il y a un 5e pôle qui nous a rejoint, qui s'appelle ergonomie et conception de systèmes, qui utilise la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et justement il y a des étudiants en thèse, des doctorants, qui ont utilisé ces installations pour faire des applications pour l'apprentissage en utilisant la 3D et la réalité virtuelle. D'accord? Vous mettez, voilà, déjà peut-être que ça fonctionne mieux. Oui, vous avez vu? J'ai passé du temps pour préparer les transparents, oui, et après on a une question de connexion. Ça va? Vous allez rebrancher le sélectionneur, il me va ou non? Il n'a pas de batterie. On devait tester tout à l'heure, mais il est mouillé, il est regardé, la source c'est HDMI, nous on est sur VGA, donc il faut switcher. Il faut changer. C'est sur HDMI, il faut l'activer. Voilà, ici. Est-ce que, voilà, peut-être que maintenant... Ah, voilà. Donc, voilà. Très bien. Voilà, je passais par plein d'émotions. Quoique je suis, comme M. Vice-Édouard disait que nous, les profs, on est faits pour bien répéter. Moi aussi, j'utilise cet ordinateur chaque jour et je le branche, je ne regarde même pas où et comment et ça fonctionne. Okay, mais c'est toujours dans les moments clés qu'il y a
le diable qui intervient. Donc, ici on a parlé déjà des 4 pôles, ok, et le 5e, ergonomie. Et je veux vous dire qu'on a une porosité entre ces pôles. C'est d'ailleurs pour ça qu'entre les couleurs, vous avez vu, il n'y a pas une ligne de démarcation exacte. Parce que les enseignants-chercheurs qui sont dans une pôle, comme enseignant principal, ils peuvent être secondairement dans une autre pôle. Et on a plein de projets qui sont interdisciplinaires. Et vous savez que la somme des parties, elle est plus grande que le tout. Et seulement pour avoir un ordre d'idée, regardez, il y a 70 enseignants-chercheurs. Vous vous rendez compte, 70 enseignants-chercheurs dans le laboratoire Elias. C'est le plus grand laboratoire en sciences humaines et sociales dans toute la partie Bourgogne-Franche-Comté. Donc, Besançon et Dijon inclus. Oui, on a deux villes sur lesquelles on se retrouve et c'est assez intéressant de regarder, de discuter de réalité virtuelle, des humanités numériques, d'intelligence artificielle dans une salle où vous avez vu sur le mur, il y a un tableau de Ludovic XIV. Oui, j'étais toujours ému quand je parlais de réseau de neurones, oui, et à côté le tableau, d'accord? Et comme je disais, on est sur 2 grandes villes, sur Besançon et Montbéliard, et à peu près un tiers sur Montbéliard, 2 tiers sur Besançon. Ensuite, on a des enseignants-chercheurs dans tous les composants de l'université. La plus grande partie sont dans la faculté de lettres, d'accord? Mais il y a aussi l'INSPE, que peut-être vous connaissez, l'ancien INSPE, ok? Après l'UTBM, sciences, technologie, gestion de l'industrie, centre de linguistique appliquée et d'autres. Et c'est un laboratoire interdisciplinaire dans le sens qu'on a beaucoup de sections dominantes. C'est la 7e, d'accord? Mais après, on a aussi la 18e, on a la 9e, Sciences Infocom, d'accord? Et on s'entend très très bien. Chaque année, on sort un livret avec tout ce qu'on a réalisé pendant cette année. Et en dehors des projets qui sont au niveau de chaque pôle, on a 2 programmes transversaux. Humanité numérique et archives, et un autre qui est lié à la faculté des sciences de l'éducation, qui s'appelle Innovation pour l'éducation. Et si vous regardez, on n'a pas mis le raccourci de IPE, on a mis séisme, parce que c'est le tremblement de terre qui est produit par le numérique dans l'enseignement. Okay? Donc c'est plutôt symbolique. En ce qui concerne les humanités numériques, on a organisé pas mal de conférences. Oui, j'ai apporté aussi pour le doyen les actes de ces conférences en humanité numérique. La première, c'était organisée en Roumanie, à Cluj-Napoca. La deuxième, c'était à Montbéliard, en Franche-Comté. C'est Hypertexte Hypermédia, peut-être que vous connaissez le colloque, la conférence, parce qu'elle date de 30 ans. Oui. Ensuite, j'avais parlé de l'intelligence artificielle. L'année dernière, le laboratoire a été présent dans un salon d'intelligence artificielle avec une stand, vous avez vu, intelligence artificielle pour l'éducation. On est en train d'utiliser aujourd'hui des smartphones, mais pour s'amuser, pour rigoler, pour perdre son temps, souvent, et même se laisser faire avoir. Et s'il dit prends à gauche, je prends à gauche. Même je me rends compte que peut-être c'était mieux à d'autres. Mais l'oracle de Google ou de GPS est plus fort que ce qu'on a nous dans la tête. Et je pense que c'est le moment que nous, les enseignants, on arrive à comprendre qu'est-ce que c'est cette intelligence artificielle et l'utiliser pour l'apprentissage. Parce que si on arrive à faire ça, le résultat, il peut être excellent. Mais sinon, sera plutôt ce qu'on appelle l'artificialisation. Autrement dit, on est isolé dans un coin et on suit de cours à gauche à droite avec les vidéos sur YouTube et d'autres trucs de formation. D'accord, je ne reviens pas sur le détail, mais regardez ici des choses réalisées avec l'intelligence artificielle. D'accord, ce sont des animes, oui, réalisés encore une fois par l'intelligence artificielle. Ok, ou même, si je passe à la suivante, ok,
ici, c'est vous avez ici une composition réalisée par l'intelligence artificielle dans le style de Bach. À côté, oui, vous connaissez le style. Mais rassurez-vous, si on donne cette séquence à un étudiant, ben, un enseignant qui n'est pas spécialiste de la musique, il sera fier de reconnaître, ah, ça c'est Vivaldi. Mais ce n'est pas Vivaldi, c'est l'intelligence artificielle. Et les résultats obtenus dans l'intelligence artificielle sont extraordinaires. Déjà, regardez, dans la partie traduction, oui. Ici, il y a une petite animation qui présente à peu près comment l'intelligence artificielle travaille pour trouver la bonne traduction. Autrement dit, ce n'est pas une traduction mot à mot, okay? C'est ce qu'on appelle le réseau neurones récurrent. Chaque mot il est utilisé plusieurs fois dans la phrase afin de trouver son sens en fonction des mots voisins. Et après, en utilisant ce qu'on appelle le vecteur des mots, il sera capable, Google, de nous dire, comme dans Gmail, il va ajouter convenu. Et comment il sait que le mot prochain, c'est convenu? Oui, ou attrait, et il ajoute bientôt, et plein d'autres suggestions. Ok? Et, comme je disais, la partie de traitement automatique de langue aujourd'hui, c'est très loin. Ok? Voilà. Ici, le GPT-3, gardez le nom, GPT-3, c'est le plus grand réseau de neurones du monde, 175 milliards de paramètres, et pour plein de raisons, ce modèle linguistique, il est caché, il est secret. Parce que les créateurs OpenAI, ils ont dit, mais si on donne ça, les étudiants n'y travaillent plus, parce qu'ils ont annoncé le sujet, et ils ont la composition. D'accord? On peut faire communiqué de presse, même des romans. D'accord? Et regardez, AI Writer, je lui avais donné comme prompt, je ne connaissais pas votre faculté, d'accord? Et je lui avais donné comme prompt, Faculté des sciences de l'éducation, Université Mohamed V Rabat. Regardez qu'est-ce qu'elle dit, l'intelligence artificielle. Je vous propose la structure suivante pour le blog. La faculté des sciences de l'éducation est une option de plus en plus populaire. Je ne sais pas si c'est vrai, mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Oui. Regardez, pourquoi cette faculté elle est si populaire? Oui, quels sont les avantages de formation en sciences de l'éducation? Quelles sont les différentes carrières que vous pouvez poursuivre? D'accord? Et à la fin, en résumé. Et ça, c'est encore une fois l'intelligence artificielle. Je l'avais donné que les 7-8 mots tout au début. Et après, regardez, une deuxième proposition, la même structure, ok? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-elle populaire après des étudiants? Je ne sais pas si c'est vrai, mais je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants, donc ils sont fiers qu'ils sont dans cette université. Les avantages de formation, les inconvénients aussi. Et après, elle a développé chaque élément. Regardez, la faculté des sciences de l'éducation, qu'est-ce que c'est? Et après, prépare les étudiants à devenir des professionnels de l'éducation. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'intelligence artificielle, d'accord? Et après, ils ont accès à des outils, à une formation qui leur permet de se démarquer dans ces domaines. Okay? Les étudiants bénéficient d'une formation solide. Ils apprennent le concept et les outils dont ils auront besoin pour exceller dans leur carrière. Vous, étudiants, ici, vous ne savez même pas tout ça. Oui? Et regardez comment l'intelligence artificielle nous a généré ces textes, okay, avec des éléments qui sont pertinents. Souvent, elle va générer des stupidités parce qu'elle ne comprend pas du tout le sens, mais si elle est assistée, elle peut faire des miracles. Okay? Et regardez, pourquoi elle est si populaire auprès des étudiants? Oui? Large éventail de départements. Il y a plusieurs départements chez vous? Regardez, moi je ne savais pas. Elle dit qu'il y a une large gamme de programmes d'études. Et après, apprendre les dernières méthodologies en matière d'enseignement.
l'expérience de savoir-faire de professeurs renommés. D'accord? Donc, ça c'est pour le texte. Regardez maintenant concernant l'image. Ici, on a des réseaux qui s'appellent GAN, réseau antagonie générative. On nous dit de générer une image, une forêt, l'automne, lac, d'accord? Et l'intelligence va partir d'un bruit total, et après un autre réseau, il va dire améliore, jusqu'à obtenir une image correcte. Et regardez, vous avez Art Generator, vous pouvez tester vous-même, okay? Vous allez sur Night Cafe Studio, par exemple, il y a des options gratuites. Je lui avais donné comme prompt Olympic Games Paris 2024. Et regardez, on va générer, les images sont un peu stupides, ok? On a des sportifs, on a le Tour Eiffel, on a Sacré-Cœur, je ne sais pas, et à l'envers, les cercles olympiques ne sont pas 5, ils ne sont que 3, il n'a pas eu le temps de faire tout, d'accord? Mais en tout cas, il y a une idée. Ça signifie quoi? Ça signifie que les infographistes qui sont faibles, avec des stupidités, ils ne peuvent pas arriver à construire une bonne carrière. On a été capable d'exploiter tout ce qu'on a à notre disposition. Et à l'apparition de l'appareil photo, un peintre français, il a dit à partir d'aujourd'hui, la peinture c'est terminé. Et la peinture, elle existe toujours. Même l'appareil photo a obligé les peintres de découvrir d'autres styles. On a eu impressionnisme, expressionnisme, cubisme, fauvisme et les autres. Sinon, c'était toujours portrait classique comme au 15e, 16e siècle. C'est pareil, l'intelligence artificielle peut être aujourd'hui un outil dans le main d'une prof, dans le main d'un artiste pour la valoriser et créer des choses. Comme je disais, je suis la première fois au Maroc et à Rabat, donc je fais une recherche sur Google et il m'avait dit que voilà, il y a le palais royal. Alors j'ai donné un prompt, The Royal Palace of Rabat, under the rain. Ok? Et regardez, il m'a généré 4 images avec le palais royal sous la pluie. Ou une autre, regardez, pareil, The Royal Palace of Rabat in the virtual world. Oui? Ou under the snow. Vous avez peut-être jamais vu le palais royal sous la neige, mais regardez, l'intelligence artificielle peut évoquer ça. Et pour conclure, je disais tout à l'heure que ce n'est pas seulement pour l'intégration des migrants qu'il faut réfléchir sur l'école et l'éducation, mais voire même plus général. C'est Jacques Attali qui a sorti il y a 10 jours, même pas, un bouquin excellent, je le suggère à tous les étudiants de la faculté, okay? Histoire et avenir de l'éducation. Okay? Et dans ce bouquin, j'ai trouvé plusieurs phrases, okay? Que par exemple l'école, elle est devenue, avec le temps, le lieu de transmission de savoir. Mais que, regardez, Clemenceau disait, je voudrais, moi, que l'école fût le bâtiment le plus beau du village. Je voudrais que l'enfant, en entrant dans l'école, eut le sentiment qu'il entre dans un palais. Mais si on pense aujourd'hui, je crois que ce n'est pas pareil, comme en 1900. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est Jacques Attali qui dit, et qu'il a beaucoup d'expérience, très peu de personnes ont réellement accès à une formation de qualité. Oui? Demain, si on ne prend pas garde, l'humanité sombrera dans une nouvelle barbarie faite de l'ignorance et de technologies mal maîtrisées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Google, l'intelligence artificielle et d'autres, si on ne le maîtrise pas, sera regrettable. Et l'éducation constitue un bien commun essentiel de l'humanité. Mais à présent, il y a 2 tsunamis. Le premier, c'était le numérique, que je disais tout à l'heure, qui va donner l'artificialisation, l'enseignement. Et l'autre, c'est la démographie, c'est-à-dire le nombre d'élèves à former augmente, et ça signifie
augmentation de classe, diminution de la qualité, ok? Et il faut réfléchir à tout ça. Et Jacques Attali posait une question, saura-t-on faire de l'éducation une moyenne de sauver la nature et la vie? Voilà. Merci de votre attention. Voilà. Vous avez bien profité de votre première arrivée au Maroc. Bien, peut-être je considérais que j'étais quand même long, mais j'avais complètement négligé, c'est une obligation d'ailleurs de remercier tous les organisateurs, tout le staff qui était dans les coulisses et qui a bien veillé sur le déroulement et la bonne organisation de cet événement. Donc merci. Très bien, merci beaucoup Monsieur Johan Roxin, merci beaucoup Monsieur Rochefort, merci Monsieur Johan Roxin pour avoir présenté un peu, on va dire, les créneaux de recherche du laboratoire Eliade, nous avons montré à quel point, on va dire, les sciences humaines et sociales doivent aussi s'adapter, on va dire, à cette nouvelle ère, et évidemment la prise en compte du numérique, de l'intelligence artificielle par exemple, devrait être prendre en considération. Quand on sait aujourd'hui que l'intelligence artificielle écrit des romans, oui, quand on sait aussi que l'IA crée des peintures, des musiques, et donc ne pas intégrer cela dans les nouvelles réflexions autour à la fois de l'éducation, mais aussi des langues serait aussi évidemment bien dommage. Merci beaucoup Monsieur Johan Roxin. Et donc là encore sans trop tarder, je donne la parole à Madame Moïba, qui représente aujourd'hui l'IFEF, Initiative francophone pour l'éducation et la formation, et qui est vivement remerciée pour être parmi nous aujourd'hui. Madame Moïba, la parole est à vous. Merci beaucoup. Monsieur le vice-doyen de la faculté des sciences de l'éducation, Monsieur le directeur du laboratoire Eliade, Madame la directrice de l'Institut français du Maroc, chères conférencières et conférenciers, chers amis de l'éducation, chers étudiants, permettez-moi à l'entame de mes propos de vous transmettre les chaleureuses salutations de Madame Mona Laroussi, directrice de l'Institut de l'éducation pour la formation de la francophonie, Madame Annabelle Austin et Monsieur Papayou Gadien, respectivement coordonnateurs de l'initiative francophone pour la formation et l'éducation. Mesdames et messieurs, à l'heure où le monde entier fait face à des crises socio-sécuritaires qui obligent les populations à se déplacer, il est impérieux, il nous semble impérieux d'unir nos forces et nos ressources pour faire face à nos obligations d'accorder à tous les enfants, garçons et filles, la chance d'accéder à une éducation équitable, inclusive et de qualité. Donc, vous comprendrez que c'est avec donc grand intérêt qu'à l'Institut de la francophonie pour l'éducation et l'éducation participe à ce colloque Migration, intégration linguistique, dispositif d'accueil, d'enseignement et approche didactique. L'Institut de la francophonie pour l'éducation et l'éducation, c'est un organe subsidiaire de l'EIF, le dernier, qui a été créé en 2017 et qui accompagne les États et gouvernements membres de la francophonie pour améliorer et moderniser leur système éducatif. Cet institut coordonne plusieurs initiatives. Il y a École et langue nationale, Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, formation professionnelle et insertion de jeunes, mais on a aussi un autre programme, KICS, qui est un programme de partage des connaissances et des innovations
dans le secteur de l'éducation. L'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, qui participe à ce colloque, est une initiative qui a été lancée en 2006 par le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Vous vous souviendrez qu'à ce moment-là, nous étions dans le domaine de l'éducation pour tous, avec un déficit d'enseignants formés. Les chefs d'État et de gouvernement ont donc confié à l'AIEF et l'OIF la mission de développer une initiative qui permettrait de professionnaliser les enseignants et qui serait une initiative en partage à tous les États de l'espace francophone. Cette initiative a été lancée officiellement en 2008 et avec 4 pays, le Burundi, le Bénin, Haïti et Madagascar. Et petit à petit, cette initiative a pris de l'ampleur. Donc, cette initiative francophone pour la formation à distance a été créée pour la professionnalisation des enseignants, mais pour s'adapter au contexte de chaque pays où l'initiative intervient. C'est dire donc que ce colloque nous intéresse à plus d'un titre parce que nous intervenons dans 15 pays de l'espace francophone, essentiellement de l'Afrique subsaharienne, mais aussi au Liban et en Haïti, avec des contextes linguistiques très variés. C'est donc pour nous un moment important parce que nous espérons avoir et partager l'expérience que nous avons développée au cours des 15 dernières années dans des contextes linguistiques très variés, bien entendu avec l'appui et l'accompagnement des experts de l'espace francophone, mais nous espérons aussi avoir beaucoup d'autres pratiques innovantes qui vont enrichir notre démarche. Parce que pour parler de l'initiative IFADEM, Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, l'objectif c'est de renforcer les compétences professionnelles des enseignants du français et en français en tant que langue enseignée, mais aussi en tant que médium d'enseignement. Dans la plupart des pays où nous intervenons, la barrière linguistique reste très présente parce que des enseignants parlant des langues différentes à celles des enfants sont en situation d'accueil des enfants qui ne parlent pas la même langue et qui ne comprennent pas le français, mais qui doivent aussi apprendre en français. Donc c'est vraiment avec un grand intérêt que nous allons participer à ce colloque et que nous espérons avoir des pratiques innovantes, des contenus mis à jour et des outils que nous allons intégrer dans les différents programmes dont j'ai parlé pour essayer de faciliter l'intégration sociale et scolaire, mais aussi professionnelle des bénéficiaires de notre initiative. Donc, sans vouloir anticiper sur les présentations des conférenciers, donc je voulais juste souligner l'importance que revêt ce colloque pour nous. C'est un cadre hautement scientifique dont nous espérons profiter amplement et nous essayerons, avec l'appui justement des experts dont l'un des conférenciers, le partage aussi de l'expertise développée dans le cadre de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. Bon, je ne voudrais pas être longue comme on nous l'a demandé, mais permettez-moi de terminer en remerciant les organisateurs de ce colloque qui ont bien voulu associer l'IFEF à cette rencontre scientifique pour l'enrichissement, l'innovation de nos axes programmatiques. Remercier tous les partenaires qui appuient les programmes de l'IFEF et plus particulièrement l'initiative francophone pour la formation des maîtres. Remercier aussi les acteurs à travers l'espace francophone qui participent à nos actions et contribuent à notre visibilité et souhaiter à toutes et à tous de fructueux travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Bolivar, d'avoir présenté l'IFEF. C'est quand même combien important
universitaire de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie. Merci aussi pour avoir expliqué que effectivement ces rencontres, c'est d'abord l'occasion de tisser des relations et aussi d'établir des perspectives de collaboration. Alors, sans trop tarder, je vais donner la parole à Madame Lucie Chapiro, représentante de l'Institut français du Maroc, dans le Conseil du Maroc. Merci beaucoup. Donc, monsieur le doyen de la faculté des sciences de l'éducation, mesdames et messieurs les professeurs d'université, les enseignants-chercheurs, mesdames et messieurs les étudiantes et les étudiants, chers collègues, donc je suis Lucille Chapiro, alors je suis attachée de coopération pour le français à l'Institut français du Maroc, et donc au service de coopération éducative et linguistique de l'Institut français. Nous avons développé depuis longtemps de nombreux partenariats, aussi bien avec les autorités éducatives marocaines qu'avec les différentes universités dans le royaume, et notamment concernant toutes les problématiques liées à l'enseignement, apprentissage des langues, et plus particulièrement du français. Par ailleurs, j'ai moi-même une expérience plus personnelle dans le domaine de l'enseignement du français aux migrants, puisque j'ai travaillé au début de ma carrière comme enseignante dans un collège de banlieue parisienne, dans les dispositifs d'accueil pour les enfants non francophones, qui s'appelait à l'époque les classes d'accueil et qui s'appelle maintenant les UPE2A, donc un acronyme un petit peu barbare, pour désigner donc tout simplement ces dispositifs dans l'enseignement primaire et secondaire en France. Donc vous le savez sans doute, en France, l'obligation d'accueil dans les établissements scolaires s'applique aux enfants nouvellement arrivés comme aux autres, et cette obligation d'accueil relève du droit commun et également de l'obligation scolaire. Et donc en 2020-21, c'est environ 65 000 élèves qui ont été accueillis dans ces structures d'accueil en France, donc environ un peu moins de 30 000 dans les écoles élémentaires, 25 000 dans les collèges et environ 10 000 dans les lycées. Par ailleurs, au niveau du ministère de l'Éducation nationale en France, donc on propose aux élèves qui ont suivi un apprentissage dans ces structures d'accueil particulières une certification en français sous la forme du diplôme d'études en langue française de DELF scolaire. Et ce diplôme est souvent le premier diplôme qu'obtiennent ces élèves et cela leur donne une motivation pour continuer ensuite leurs études. Et donc sans soutien linguistique, c'est-à-dire qu'ils quittent finalement ce dispositif d'accueil et continuent leur scolarité dans une classe ordinaire. Donc il est évident qu'un migrant qui arrive dans un nouveau pays ne pourra mener une vie digne que s'il est en mesure d'apprendre la langue ou les langues de ce pays d'accueil, d'en comprendre les mœurs, d'en comprendre la culture. Et le pays d'accueil doit donc garantir à ces migrants un droit à l'apprentissage des langues du pays, et également des formations de qualité qui correspondent à leurs besoins. C'est-à-dire que les formations doivent permettre à ces migrants de développer les compétences clés pour vivre et travailler dans le pays d'accueil de façon harmonieuse et pour s'y intégrer au mieux. Au service de coopération éducative et linguistique de l'Institut français du Maroc, nous pouvons contribuer à la mise en place de ces dispositifs d'accueil en apportant notre expertise dans le domaine de l'enseignement des langues, et donc plus particulièrement du français langue d'intégration, pour former les formateurs qui ensuite sont à même d'intervenir dans ces dispositifs d'accueil des publics migrants. Car les enseignants qui donc interviennent doivent avoir aussi une formation spécifique en raison de la diversité des publics auxquels ils sont confrontés. Cette diversité, elle se manifeste à la fois par les durées d'apprentissage nécessaires pour acquérir la langue du pays d'accueil, en fonction que ces personnes ont été ou non scolarisées antérieurement dans leur langue maternelle, si elles ont ou non déjà appris une langue étrangère, etc. Mais aussi en fonction du processus migratoire, c'est-à-dire est-ce que ces personnes viennent d'arriver dans le pays, est-ce qu'elles sont là pour une courte durée, pour s'installer définitivement dans le pays d'accueil, etc. Donc tout cela implique que les formateurs, que les formations qui sont proposées doivent être ouvertes et diversifiées en fonction donc des formes et des moments de la migration. Et donc on ne peut pas proposer dans ces dispositifs d'accueil des formations uniques, une réponse unique, avec un niveau de compétence unique à viser, des contenus culturels uniques, etc. Il faut donc des dispositifs adaptés. Les notions d'intégration, d'inclusion sociale, de citoyenneté active, d'insertion professionnelle, de mobilité, d'adaptation ou changement doivent être prises en compte dans ces dispositifs.
Donc ces 3 jours de colloque ici à Rabat seront l'occasion de réfléchir à l'intégration linguistique des migrants du point de vue global, en analysant les politiques linguistiques spécifiques qui peuvent être mises en place, mais aussi d'un point de vue plus pratique au travers des recherches et des expériences menées dans les différents contextes et qui vont nous être présentées lors des différentes conférences et des ateliers. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un excellent colloque et des travaux riches et fructueux. Merci beaucoup, Madame Shapiro. On va voir rappeler un peu quelles étaient les avancées majeures, en tout cas pour ce qui est de l'intégration linguistique en France. Merci beaucoup. Je donne la parole à M. Simon Mbaki. M. Mbaki, la parole est à vous. Bien, merci Nadi. Monsieur le vice-doyen, c'est Mohamed de Bouchkourt, Madame Concilier Moualiba, représentante de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, Madame Lucille Shapiro, attachée de coopération pour le français à l'ambassade de France à Rabat, Monsieur le directeur du laboratoire ILIAD, M. Johan Roxine, Mesdames et Messieurs les enseignants-chercheurs, chers étudiants, j'ai le plaisir d'être ici parmi vous pour ce grand colloque dont les thématiques ont été annoncées et que vous trouvez dans les programmes. Avec M. Mehdi Haïba, nous avons ébauché sur papier quelques idées concernant cette thématique et nous avons identifié des experts qui sont reconnus pour leur expertise nationale et internationale qui ont été appliqués et donc je les remercie chaleureusement en mon nom et au nom de l'AID et avec l'appel à communication qui a rencontré un certain succès avec beaucoup de propositions. Nous avons retenu une vingtaine. Et donc, je pense que sur les 3 axes du colloque que nous avons identifiés, nous comptons sur vous pour nous aider à dépasser ces limites-là et proposer des perspectives importantes. Donc, pour faire face à ces défis de l'éducation en général et celles concernant l'inclusion scolaire des enfants migrants, que ce soit ici au Maroc ou ailleurs. Voilà, je voudrais remercier l'Université Mohamed V et en particulier la Faculté des sciences de l'éducation d'avoir accepté d'accueillir ce colloque. Je voudrais remercier les étudiants qui nous aident et qui, sans eux, cette conférence ne pourrait pas avoir lieu et se tenir correctement. Merci à vous tous et je vous souhaite de bons travaux. Merci beaucoup, Monsieur Mbaki. Donc, c'est un peu au tour de votre serviteur de prendre la parole. Monsieur le vice-doyen chargé des affaires pédagogiques, Monsieur le directeur du laboratoire ILIAD, Madame Shapiro, représentante de l'Institut français du Maroc, Madame Concilier Moualiba, représentante de l'IFEF, Monsieur Mbaki, chers invités, chers collègues, chers étudiants. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui à ce colloque qui réunit des chercheurs divers horizons venus discuter d'une thématique qui intéresse à la fois les pays du Nord et ceux du Sud. Comme vous le savez, il a été constaté depuis peu que beaucoup de pays du Sud sont progressivement devenus terres d'accueil pour les migrants. Cela montre que la donne a changé et que les pays du Sud ne peuvent plus se permettre de rester dans l'expectative face à cette problématique. Cette manifestation, c'est d'abord l'occasion de montrer qu'il faudra dorénavant compter sur un flux migratoire particulièrement intense dans les prochaines années et que ces populations devront faire partie de ces pays d'accueil. Ils ne le devront faire qu'à partir ou via la langue. C'est une réalité. Les enjeux pour ce colloque relèvent aussi à la fois de l'épistémologique et de l'épistémique, parce qu'ils interrogent à la fois différentes approches didactiques et pédagogiques pour l'intégration linguistique, mais aussi les savoirs disciplines.
Ce colloque est une rencontre qui augure une nouvelle aventure, un nouveau partenariat entre les institutions du Nord et celles du Sud. Ne pas penser à des perspectives de collaboration et de rencontre dans ce domaine serait une erreur. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui se sont engagées pour faire de ce colloque un grand événement. Nos parrains, l'IFEP, représenté aujourd'hui par Mme Waïba, l'Institut français du Maroc, représenté par Mme Shapiro, l'Agence universitaire de la francophonie Moyen-Orient et le Centre national de la recherche scientifique et technique. Je ne peux évidemment oublier de citer notre faculté, qui a aussi œuvré à la réalisation de ce chantier ô combien important. Les plus vifs remerciements sont aussi évidemment adressés aux professeurs conférenciers, qui nous ont honorés par leur présence. Merci à vous. Je remercie vivement les collègues qui sont là pour nous soutenir. Je tiens à remercier évidemment nos partenaires de l'Université de Franche-Comté, qui ont toujours tenu à travailler avec la Faculté des sciences de l'éducation, seul établissement de ce type au Maroc. Merci beaucoup.